Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première FAQ spéciale 100 000 abonnés. Pour commencer, je tiens à vous remercier pour votre intérêt et pour votre soutien sans lesquels un tel jalon n'aurait jamais pu être atteint. Vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos contributions sont la raison d'être de cette chaîne et ma principale source de motivation. Donc encore une fois, merci. Depuis le lancement de Bodysim sur YouTube, mon ambition a toujours été de produire le type de contenu que je consulterais moi-même si je voulais transformer mon physique, booster mes performances et améliorer ma santé. Et vos commentaires élogieux, de même que le franchissement de ce cap symbolique, me font penser que dans une certaine mesure, j'y suis arrivé. Mais bref, trêve d'autocomplaisance, venons-en à cette fameuse FAQ. Alors j'ai reçu un large panel de questions, des questions de musculation, des questions de nutrition, des questions sur mon parcours professionnel et même des questions d'ordre un peu plus privé. Je vais donc essayer de brasser le plus large possible pour ne pas me cantonner à un thème en particulier. Étant donné que je pense que cette FAQ va être relativement longue, j'ai chapitré la vidéo. Vous trouverez donc dans la barre de lecture ci-dessous les chapitres qui vous permettront de vous rendre directement à la ou aux questions qui vous intéressent. Bref, on est parti, première question. Vous recommandez combien de minutes d'abdos dans une séance? Alors pour vous répondre précisément, je dirais que ça dépend. En fait, s'il s'agit d'un module à haute intensité pour les abdominaux, basé sur l'enchaînement de séries longues, j'aurais tendance à vous recommander de ne pas dépasser 10 à 15 minutes par séance maximum. Ça correspond d'ailleurs à la durée des modules que j'ai publiés sur la chaîne. Puisque ces modules sont courts, vous pouvez les caler en fin de séance à raison d'1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps, il est en effet préférable de travailler vos abdominaux en intensité sur des fourchettes de répétition plus courtes, comprises entre 6 et 15 reps max. Dans ce cas, sélectionnez des exercices plus difficiles comme la roue abdominale ou les crunchs inversés sur un banc décliné, ou rendez vos exercices plus difficiles en ralentissant leur tempo d'exécution ou en utilisant un lest comme un haltère que vous placerez par exemple entre vos cuisses. Attention, cela dit, à ce que votre qualité d'exécution reste irréprochable. Sur les exercices où vos abdominaux travaillent en isométrie, comme à la planche horizontale, des séries de 30 secondes à 1 minute 30 produiront généralement les meilleurs résultats. Question suivante. Question numéro 2. Tu penses quoi du barbell row? Alors, ce que je pense du barbell row, c'est que c'est un exercice que je ne fais plus depuis belle lurette car je le trouve inefficace et dangereux. Primo, je lui reproche son amplitude active limitée. En effet, à la fin de la phase concentrique, en haut du mouvement, la barre vient à chaque fois buter contre votre torse, ce qui limite du coup l'amplitude du tirage. Et si vous avez un peu de ventre, c'est encore pire car la course de la barre sera encore plus limitée. Deuxièmement, je trouve que c'est un exercice inutilement dangereux pour le bas du dos. En effet, le fait de vous pencher en avant crée un porte-à-faux dangereux pour votre colonne lombaire. À chaque tirage, vos muscles et vos disques intervertébraux subissent alors des contraintes mécaniques énormes et ces contraintes le sont d'autant plus que la plupart des go muscu chargent beaucoup trop lourd sur cet exercice. C'est pour cela qu'au barbell row, je préfère largement les tirages avec haltères allongés sur un banc incliné ou assis à la machine divergente. Ces variantes offrent en effet beaucoup plus de liberté et d'amplitude de mouvement. De plus, en stabilisant votre colonne vertébrale contre un pad ou contre un banc, elles vous permettent d'être concentré à 100% sur l'exécution du mouvement sans que vous ayez à craindre de vous froisser un muscle ou de vous faire une hernie discale. Question suivante. Question numéro 3. Quels exercices privilégiés pour le mal au bas du dos? Eh bien, les exercices à privilégier pour le mal au bas du dos sont justement ceux qui n'aggravent pas votre mal au bas du dos. Vérité de la palisse à l'écart, quand je coach une personne qui a mal au bas du dos, en règle générale, nous commençons presque toujours par des exercices en statique, en isométrie, comme de la planche horizontale et ses très nombreuses variantes. Puis, selon l'évolution de la douleur, nous tendons vers des exercices un peu plus dynamiques, réalisés sans charge ou avec des charges très légères sur un tempo contrôlé, comme les bird dogs ou encore les hyperextensions au bas lombaire. Après, il m'est très difficile de répondre à cette question dans l'absolu car les douleurs au dos peuvent être de nature très différente. Certains ont mal au bas du dos quand ils exécutent une flexion du rachis lombaire, tandis que d'autres ont mal au dos quand ils font une extension du rachis lombaire. Certains souffrent de sciatique, tandis que d'autres souffrent de cruralgie. Bref, le protocole d'exercice va varier en fonction de la nature et de la magnitude de la douleur rencontrée, et c'est pourquoi il m'est impossible de répondre à votre question de manière spécifique. Question suivante. Question numéro 4. Comment faire une analyse morpho-anatomique et adapter les exercices selon cette analyse?
Très bonne question, mais là encore, il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en considération pour que je puisse vous répondre de manière spécifique. Alors, pour vous donner quand même quelques éléments de réponse, je dirais que les principaux traits morpho-anatomiques que j'observe lors des screenings de mes nouveaux clients sont les suivants. D'un, est-il ou est-elle plutôt longiligne ou bréviligne? Donc, a-t-il ou elle plutôt des membres longs et fins ou des segments courts et épais? De 2, a-t-il ou a-t-elle une cage thoracique étroite ou une cage thoracique épaisse? De 3, a-t-il ou a-t-elle des épaules larges ou des épaules étroites? De 4, ces épaules sont-elles plutôt en rotation interne ou plutôt en rotation externe? De 5, de profil, comment sont les courbures naturelles de son dos? De 6, de profil, comment est son bassin? De 7, quelle est sa mobilité? Bref, comme vous pouvez le voir, une analyse morpho-anatomique, ça ne s'improvise pas. C'est un vrai travail qui nécessite d'avoir l'œil et de l'expérience. Et c'est à partir de cette analyse que vous allez plus ou moins pouvoir savoir quels exercices vont le mieux ou le moins bien vous correspondre. Question suivante. Question numéro 5. Que penses-tu du leg curl assis? Il paraît que c'est plus intéressant que le leg curl allongé en raison de la flexion de la hanche. Alors j'en pense que c'est effectivement un très bon exercice pour les ischio-jambiers et effectivement aussi probablement meilleur que la version allongée. Le fait d'être assis place en effet vos ischio-jambiers dans une position étirée, ce qui du coup permet d'accroître la tension d'étirement que vos ischio-jambiers subissent au départ et à la fin du mouvement. Une étude publiée en 2021 a d'ailleurs comparé le leg curl assis au leg curl allongé et il en est ressorti qu'après 12 semaines, le leg curl assis a permis aux sujets d'augmenter la masse de leur ischio-jambier environ 1,5 fois plus que le leg curl allongé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Question suivante. Question numéro 6. Hello, aux extensions triceps à la corde, j'ai une douleur à l'épaule à la fin de la phase concentrique et je sais pas trop pourquoi. Est-ce que tu as une idée? Et cet exercice suffit-il à lui seul pour bosser toutes les parties du triceps? Les extensions triceps à la corde sont un excellent exercice d'isolation pour les triceps. Et en effet, elles permettent de travailler les 3 portions du triceps en mettant particulièrement l'accent sur le vaste externe si vous ouvrez bien la corde à la fin de la phase concentrique du mouvement. Par contre, si cet exercice vous fait mal à l'épaule, en particulier à la fin de la phase d'extension des coudes en bas, c'est probablement parce que vos épaules sont trop en rotation interne quand vous le réalisez, ce qui va généralement se traduire par des coudes qui s'évasent sur les côtés. Quelle que soit la douleur que vous ressentez, au départ du mouvement, il est impératif que vous abaissiez les épaules et que vous serriez les omoplates. Vous devez ensuite maintenir votre scapula, c'est-à-dire vos omoplates, dans cette position tout au long du mouvement, ce qui implique de ne pas travailler trop lourd. Et ne laissez pas vos coudes s'évaser vers l'extérieur, ils doivent rester orientés vers l'arrière tout au long du mouvement. Si vous faites ces deux choses, fini les douleurs à l'épaule. Question suivante. Question numéro 7. Quand vous dites 21 à 30 séries par séance pour une prise de volume musculaire optimale, combien de séances comptez-vous dans une semaine? Par exemple, imaginons que je m'entraîne 6 à 7 jours sur 7 en travaillant chaque muscle 2 fois par semaine. Est-ce vraiment une bonne idée de mettre autant de séries par séance? Alors la réponse est non, évidemment que non. Cette fourchette de séries s'applique à mes recommandations générales de tabler sur 3 à 5 séances de musculation par semaine. Après, la question sous-entendue par ce message, c'est celle du nombre optimal de séries à faire pour maximiser l'hypertrophie musculaire. Encore une fois, c'est une question à laquelle je me hasarderai pas trop à répondre car cela dépend d'un trop grand nombre de variables, parmi lesquelles votre âge, votre niveau d'entraînement, votre capacité d'entraînement, car nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de notre tolérance à l'effort et de la rapidité à laquelle nous récupérons, ou encore votre cycle d'entraînement, parce que par exemple vous ferez moins de séries au cours d'un cycle d'entraînement de la force qu'au cours d'un cycle d'entraînement en hypertrophie pure. Je dirais que le mieux, c'est que vous preniez un repère de 15 à 24 séries effectives par séance et que vous construisiez votre programme en partant de cette base. Question suivante. Question numéro 8. Alors le message de Benjamin est relativement long, mais pour résumer, il nous y explique qu'il est ectomorphe, qu'il a arrêté et repris la musculation plusieurs fois dans sa vie et qu'il s'y est finalement remis sérieusement il y a 7 mois. Or, malgré une très bonne exécution et le fait qu'il bosse avec des charges lourdes, il n'arrive pas à ressentir de congestion musculaire lors de ses séances. Il se demande donc comment faire pour y parvenir et surtout comment réussir à vraiment progresser. Alors une absence chronique de congestion musculaire à la fin d'un entraînement peut être la conséquence de plusieurs choses. Primo, pour congestionner, il te faut créer un afflux sanguin massif dans les muscles que tu travailles. Ça suppose donc généralement que tu bosses en série relativement longue et avec des charges légères à modérées. Or si tu me dis que tu bosses avec des charges lourdes, il est possible que l'afflux sanguin dans tes muscles ne soit juste pas suffisant pour déclencher une congestion musculaire intense.
Deuxio, un manque d'hydratation, un état de déshydratation, même léger, peut et va compromettre ta congestion musculaire car comme je viens de le dire, le pump résulte de l'accumulation de fluide dont le sang et l'eau dans le liquide interstitiel qui entoure tes fibres musculaires. Si ton muscle et ton organisme manquent d'eau, ta fibre aura donc plus de mal à gonfler et à se tendre, autrement dit elle aura du mal à congestionner. Tertio, le surentraînement. Si tu es surentraîné, là aussi tes congestions musculaires risquent d'en pâtir. Si ton système nerveux est HS car tu as une grosse dette de fatigue, tes muscles auront du mal à se contracter et tu auras du mal à avoir de bons pumps. Note qu'il y a 3 à 4 suppléments qui peuvent t'aider à avoir de meilleures congestions musculaires, à savoir la citrulline, le glycérol, l'extrait de betterave et le bicarbonate de soude. Et sinon, en ce qui concerne le fait que tu aies le sentiment de ne pas progresser, de stagner, je vois 2 écueils dans ton témoignage. Le premier, c'est que ça ne fait que 7 mois que tu as repris. Or, il faut énormément de temps pour développer la masse musculaire, surtout quand on est ectomorphe. On ne parle pas en mois ici, mais bien en années. Deuxio, la base pour progresser efficacement et durablement, c'est la régularité. C'est le socle sur lequel ton programme d'entraînement doit reposer si tu veux de vrais résultats. Or, dans ton message, tu indiques que tu t'es arrêté et as repris la musculation à de nombreuses reprises. Et je pense que c'est là le principal écueil qui t'a empêché de progresser comme tu l'aurais souhaité. Question suivante. Question numéro 9. Dans son message, Ziyech demande si quand on dit qu'il faut manger de 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour, il faut se baser sur notre poids actuel ou sur le poids que l'on vise. Alors de manière générale, quand on recommande de consommer 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour, on doit se baser sur le poids que l'on vise et non sur le poids que l'on a. Par exemple, si tu pèses actuellement 70 kg et que tu vises les 80 kg, alors tu devras utiliser 80 kg comme référence pour calculer tes apports protéiques optimaux, soit manger entre 120 g et 160 g de protéines par jour. Cela dit, pour être franc, je fais rarement la distinction dans mes coachings, car le plus souvent, j'ai affaire à des hommes et à des femmes qui souhaitent davantage transformer leur composition corporelle que simplement gagner ou perdre du poids. Je me base donc plutôt sur leur poids actuel pour déterminer leurs apports protéiques optimaux. Je préfère cette méthode car si j'ai affaire à un client ou à une cliente qui a besoin de perdre du poids, je me vois mal utiliser son poids visé, qui sera donc inférieur à son poids actuel, pour l'aider à déterminer ses apports protéiques optimaux. Question suivante. Question numéro 10. Pour la pomme de terre, vous n'avez pas dit comment réduire son impact glycémique ou par quoi la remplacer. Alors comme je vous l'ai effectivement montré dans cette vidéo, l'impact glycémique de la pomme de terre est très élevé. Ça signifie que 2 à 3 heures après avoir mangé une pomme de terre, vos taux de sucre sanguin vont considérablement augmenter, ce qui du coup va pousser votre pancréas à produire beaucoup d'insuline pour venir stabiliser votre glycémie. Or l'insuline est une hormone qui inhibe la perte de gras et stimule à l'inverse le stockage des excédents caloriques sous la forme de tissu adipeux. Heureusement, il existe un moyen très simple de limiter l'impact glycémique de la pomme de terre et de n'importe quel aliment d'ailleurs, et c'est de la consommer en association avec des aliments à index glycémique bas. Par exemple, si vous associez un peu de beurre dont l'index glycémique est quasiment nul à votre pomme de terre, son impact glycémique sera atténué. Et si vous y adjoignez une belle portion d'épinards qui sont très riches en fibres, alors cet impact en sera d'autant diminué. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais considérer un aliment seul, mais l'appréhender dans le contexte de ce à quoi vous l'associez au cours d'un repas. Question suivante. Question numéro 11. Bonjour, est-ce grave de manger de l'aspartame tous les jours, présent dans les pastilles Nicopas? Depuis des années, il y a un gros bad buzz autour de l'aspartame et de ses effets supposément cancérigènes et pro-diabésité. Encore une fois, il faut remettre les choses en perspective. La dose journalière admissible en aspartame est fixée à 40 mg par kilo de poids corporel par jour. Pour un homme de 70 kg, cela correspond donc à 2800 mg ou 2,8 g d'aspartame maximum à ne pas dépasser quotidiennement. Dans Nicopas, il y a seulement 1 mg d'aspartame par pastille. Ça veut donc dire qu'il faudrait que tu consommes 2800 pastilles par jour pour dépasser la dose maximale tolérable. Donc à ta place, je me ferais pas trop de soucis et je m'inquiéterais peut-être davantage des effets de la nicotine à haute dose sur mon système cardiovasculaire. De toute façon, garde en tête que sucer une pastille pour te sevrer de la cigarette sera toujours moins nocif que d'en fumer. Question suivante. Question numéro 12. Quelle application utilises-tu pour le calcul de tes nutriments? Alors de manière générale, je n'utilise pas d'application pour traquer mes nutriments car je ne compte plus mes calories depuis très longtemps.
Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, le calcul des calories est loin d'être une science exacte. De plus, ça cultive une illusion de contrôle qui a tendance à occulter l'essentiel de mon point de vue, à savoir la qualité des aliments que l'on mange plutôt que leur aspect purement quantitatif. De mon point de vue, il n'y a que si l'on est un athlète professionnel ou qu'on se lance pour la première fois dans un programme alimentaire structuré que le calcul des calories peut s'avérer pertinent. Ça va en effet permettre d'avoir une idée de la quantité de calories et de macronutriments qu'il faut plus ou moins consommer chaque jour pour atteindre ses objectifs diététiques. Faire ça pendant 6 mois à 1 an maximum peut s'avérer être un mal nécessaire à ce moment-là. Si vous tombez dans l'une ou l'autre de ces catégories, alors je vous recommande des applications populaires comme MyFitnessPal ou FatSecret car leurs bases de données sont assez gigantesques. Question suivante. Question 13. As-tu des formations en nutrition à me conseiller ? Alors oui, je te recommande la formation de Precision Nutrition. Precision Nutrition, ce sont les leaders mondiaux dans le domaine du coaching en nutrition. Ils ont aidé plus de 100 000 hommes et femmes à transformer durablement leur physique et ils ont aussi collaboré avec de grandes organisations sportives américaines dont les Seattle Seahawks en NFL et les San Antonio Spurs en NBA. J'ai suivi leur formation Precision Nutrition Level 1 en 2016 et je l'ai trouvée excellente. Cette formation se divisait en 2 parties, avec une première partie théorique consacrée à la science de la nutrition et une deuxième partie plus pratique axée psychologie du changement. Et c'est justement cette deuxième partie que j'ai trouvée la plus intéressante, car elle m'a ouvert les yeux sur le fait que coacher n'était pas qu'un métier, mais un art. Il ne suffit pas en effet d'avoir simplement des connaissances en nutrition et en entraînement pour être un bon coach et aider un client ou une cliente à transformer son physique. Encore faut-il que tu sois capable de bien les lui communiquer pour qu'il et elle puissent mettre correctement en pratique tes conseils. Question suivante. Question 14. Pour quelles raisons as-tu commencé la musculation et quel sport pratiques-tu en dehors de la musculation ? Alors pour te répondre, j'ai commencé la musculation en septembre 2004, un peu à la suite d'un concours de circonstances. Alors déjà, comme je l'ai évoqué dans certaines de mes vidéos, il faut savoir que j'ai souffert d'anorexie de mes 18 à mes 20 ans. En 2 ans, je suis passé de 72 kg à 53 kg pour 1,82 m. Ce qui m'a décidé à recommencer à manger, c'est la frustration immense que j'ai éprouvée de ne plus pouvoir jouer au basket car j'étais trop faible. Dans ce contexte mental perturbé, j'ai reçu un mail en 2004 d'un ami qui se reconnaîtra certainement et qui me montrait comment il avait évolué physiquement au cours des 2 dernières années. Il était très sec, veineux, musclé, bref, un physique hyper athlétique. Et dans son mail, il me charriait en me disant que jamais dans ma vie je ne pourrais lui ressembler. Il m'en fallait pas plus. Ce défi débile est donc ce qui m'a poussé à me mettre à la musculation et ce de manière totalement déraisonnable car je ne m'écoutais pas du tout à ce moment-là. Et c'est donc ainsi que je me suis lancé dans la musculation. Aujourd'hui, en dehors de la musculation fonctionnelle, je pratique toujours un peu de basket quand je le peux. Sinon, je marche beaucoup car j'adore la randonnée et j'ai récemment repris le vélo. Question suivante. Question 15. Serais-tu tenté par l'écriture d'un livre et est-ce dans un coin de ta tête ? Mon cher Vincent, alors pour te répondre, tu n'es pas le premier à me demander si je compte écrire un livre. Beaucoup de mes potes me l'ont déjà suggéré. Et en effet, c'est une idée qui trotte dans un coin de ma tête depuis un bon bout de temps. Après, quand la concrétiserai-je ? Difficile à dire car je ne me sens pas encore prêt ni totalement légitime pour être honnête. Je ne sais pas non plus sous quelle forme ça va se matérialiser, mais je pense que ça finira tôt ou tard par arriver car je constate à mon grand désarroi que beaucoup de mes formats ne passent pas très bien en vidéo sur YouTube et que mes conseils, mes idées, mon parcours de vie pourraient avoir une portée plus grande et toucher plus de monde s'ils se présentaient peut-être sous la forme d'un livre ou de conférences. Donc ça n'est pas encore à l'ordre du jour, mais probablement qu'à terme, ça le deviendra. Question suivante. Question numéro 16. Bonjour, votre site web est inaccessible, est-ce normal ? En effet, le site bodysym.com est inaccessible depuis un bon bout de temps. J'ai tout simplement perdu l'accès au registre des serveurs sur lequel le site web était hébergé. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis actuellement en train de le refondre et je vous tiendrai bien évidemment informé quand il sera de nouveau actif. Question suivante, qui sera d'ailleurs probablement la dernière de cette FAQ. Question numéro 18. Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut vous contacter pour plus d'informations et de conseils ? Oui, bien sûr. Puisque pour le moment, vous ne pouvez pas me joindre via mon site web, je vous suggère de m'envoyer un email avec votre demande sur bodysym@gmail.com. En règle générale, je renseigne cette adresse dans la barre de description sous chacune de mes vidéos. Et voilà donc les amis qui clôt cette première FAQ. J'espère qu'il y en aura rapidement de nombreux autres, synonymes de nombreux autres caps franchis. À bientôt.